Hello, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo, désolé déjà pour l'image et aussi si l'écran bouge un peu. J'ai fait cette vidéo durant ma marche, c'est le week-end. J'aime bien marcher, je pense que la dernière fois, je l'ai parlé de cela. La thérapie de la marche est très importante, surtout dans un espace vert. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, je vais plutôt dire d'un cas pratique, un témoignage d'une dame que je suis depuis environ 6 mois. Alors la dame m'a dit, docteur, vos astuces, surtout l'astuce de l'épargne m'a guéri de cette maladie. Alors c'est vrai, elle dit qu'elle est guérie, mais moi je dirais plutôt qu'elle est soulagée. Parce que si elle ne fait pas attention, elle va encore rechuter et avoir des crises de cette maladie. Alors, quelle est cette maladie? C'est une maladie qui dérange beaucoup de personnes. Moi-même, ça m'a beaucoup dérangé. Et grâce aux astuces que j'ai mises au quotidien, j'ai réussi à combattre cela. C'est simplement une maladie qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Je pense que j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais encore revenir dessus. Parce que la fois dernière, j'ai parlé d'un sujet important, le stress, et qui est un élément très important dans la survenue des crises sur la colopathie fonctionnelle. Alors, la colopathie fonctionnelle, c'est quoi? C'est simplement un trouble digestif. On va aller simple comme ça. C'est un trouble digestif qui fait en sorte que voilà, les personnes qui souffrent de cette maladie ont souvent des ballonnements de ventre, des douleurs au niveau du ventre, des fréquences récurrentes de diarrhée ou alors des fréquences récurrentes de constipation. Quand on dit diarrhée, voilà, c'est plus de 3 selles liquides par jour. Ou alors constipation, on va la selle une fois chaque 3 jours, voire plus. Ou alors souvent c'est une alternance. Maintenant c'est la diarrhée, après c'est la constipation, le ballonnement de ventre. Et souvent il y a des signes comme la fatigue qui s'accumule là, la fatigue extrême, l'anxiété et souvent même jusqu'aux nausées. Alors c'est une maladie qui est normalement bénigne, mais c'est une maladie qui altère considérablement la qualité de vie des personnes qui en souffrent. J'ai eu des patients qui en souffraient et qui ont vu des spécialistes. Certains spécialistes, c'est-à-dire les gastro-entérologues, considèrent cette maladie même comme étant un casse-tête. Parce que très souvent, lorsqu'on fait du bilan, on ne trouve presque rien. C'est une maladie qui est encore difficile à comprendre jusqu'à ce jour parce que c'est dû à une malformation du fonctionnement du tube digestif. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore vraiment décelé les causes, mais on connaît les facteurs qui favorisent. Alors, la dame en question, c'est une dame qui a eu à consulter des généralistes, des spécialistes. Elle est allée jusqu'à aller en France pour faire un bilan et voir qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'elle ne faisait pas confiance. Bon, entre parenthèses, elle disait qu'elle n'est pas très sûre du bilan qu'on a fait au Cameroun. Elle est partie en France, elle a fait le bilan, un bilan complet, et on n'a rien trouvé. On lui a fait comprendre que oui, c'était une colopathie fonctionnelle. On lui a donné des conseils, notamment éviter le stress, contrôler l'alimentation, bien se reposer et tout. Ok, c'était bien, mais malheureusement, la suite, ce n'est pas si évident que ça, parce que lorsqu'on donne des conseils comme ça, il faut qu'il y ait un suivi, surtout quand c'est déjà chronique. C'est-à-dire que lorsque tu as cette pathologie-là et que ça a dépassé déjà 6 mois, il faut un suivi pour qu'il y ait des résultats. Très souvent, les spécialistes, ce n'est pas que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai, mais c'est que par la suite, le patient ne suit pas. Et le patient n'a pas l'engouement de pouvoir bien respecter les différentes consignes. Donc, le plus important, c'est non seulement dire ce qu'il faut faire, mais aussi faire un petit suivi. Alors la dame est venue me voir, elle m'a parlé de cela et je lui ai dit bon voilà, on va essayer de faire un suivi ensemble parce que si elle te dit les mêmes conseils et que tu n'appliques pas, tu vas dire que bon voilà, tu as une maladie qu'on n'arrive pas à soigner, personne n'arrive à trouver la solution. Le plus important c'est le suivi. Alors je lui ai demandé je lui ai fait comprendre que le facteur favorisant, comme on lui a dit, c'était le stress. Et il fallait détecter les facteurs stressants et voir comment agir sur ces facteurs stressants. Après un bon interrogatoire, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 facteurs stressants chez cette dame. Alors, le premier facteur stressant, c'était qu'elle avait des troubles de sommeil. Elle n'arrivait pas du tout à dormir. Et pour rappeler aussi, lorsque tu stresses beaucoup, cela peut aussi causer le trouble de sommeil. Donc c'est comme un petit cercle vicieux. Le trouble de sommeil entraîne le stress et le stress entraîne le trouble de sommeil. Deuxième facteur, c'était l'alimentation. La dame ne s'alimentait pas très bien. Elle faisait l'effort comme elle pouvait, mais voilà, ce n'était pas si évident que ça, parce qu'il y avait aussi par moments où voilà, elle ne prenait pas trop d'importance à certains aliments. Et par moments, lorsqu'il y avait des crises financières,
voilà, ce n'était pas évident pour elle. Alors, le prochain facteur stressant, c'est son foyer. Elle avait des difficultés dans son foyer, avec son conjoint et tout. Et le dernier facteur, c'était voilà, bien voir qu'elle était aisée, mais le fait qu'elle soit aisée, ce n'était pas le moment. Elle était déjà que voilà, lorsqu'elle veut réaliser quelque chose, elle doit mettre un peu d'argent de côté et après, voilà, elle dépense tout. Et le fait de penser que voilà, elle n'a pas une sécurité financière était aussi un facteur stressant pour elle. Alors, on a essayé d'agir sur les différents points, chaque point. On a commencé par le premier point qui était le sommeil. Je profite pour parler du sommeil parce que la dernière fois, j'ai dit qu'on va faire une vidéo sur le sommeil, dire quelles sont les astuces qu'il faut mettre en place pour avoir un sommeil de qualité. Alors, chez la dame, je lui ai recommandé simplement ceci. Il faut qu'elle fasse l'effort de bien dormir. Bien dormir, ça signifie quoi? Lorsque tu veux dormir, il faut réunir les conditions pour pouvoir bien dormir. Déjà la nuit, il faut éviter tout ce qui est stressant, comme le café, fumer la nuit, ou alors prendre des trucs avec la vitamine C qui vont te garder éveillé. Il faut essayer de trouver un endroit calme. Ta chambre doit être vraiment un endroit calme, un endroit sombre. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment dormir avec la lumière, mais ce n'est pas très conseillé. Un endroit sombre, un endroit loin du téléphone, loin de la télévision, loin de l'ordinateur. Tu mets tout ça très très loin et tu fais l'effort de te coucher. Tu dors normalement comme il faut. Il y a le lit, ce n'est pas un facteur négligeable. Le lit aussi est très très important. Il faut avoir un bon lit. Un lit où tu seras vraiment confortable. Ça ne sert à rien d'avoir un lit où tu te couches, tu n'arrives même pas à dormir parce que voilà, tu es mal à l'aise juste le fait d'être couché. Il faut investir là-dedans. C'est un investissement, c'est aussi pour sa santé, c'est important. Avoir un bon lit, avoir un bon oreiller, avoir les bonnes positions pour le sommeil. Les bonnes positions pour le sommeil, c'est la position soit sur le ventre, même si ça a des inconvénients, ou alors la meilleure position, c'est la position sur le côté. Parce que voilà, c'est une position qui améliore mieux la posture, qui permet un meilleur sommeil. Donc, voilà un peu quelques conseils de manière générale sur le sommeil. Bien sûr, l'alimentation et l'activité physique font partie également des éléments qui favorisent un bon sommeil, un sommeil de qualité. On va revenir par la suite. Alors, le deuxième facteur chez la dame que j'ai donné des conseils, c'était l'alimentation. Je lui ai fait comprendre que, madame, s'il arrivait que je vous fasse une ordonnance des produits de 15 000 francs, 20 000 francs, est-ce que vous allez partir acheter ces produits? Elle me dit que oui, même si elle n'a pas d'argent, elle va se débrouiller pour aller acheter ces produits. Je dis d'accord. Maintenant, si vous dites qu'il faudrait que vous preniez 15 000 francs sur votre argent que vous avez au quotidien et que vous consacrez cela à acheter des fruits et des légumes pour augmenter cela dans votre alimentation quotidienne, est-ce que vous allez le faire? Elle me dit, donc c'est vrai, là-bas ce sont les médicaments ici. Je dis non, évitez cela. L'alimentation, c'est la prévention. Il faut autant investir, voire même plus investir dans votre alimentation que d'attendre le moment d'avoir une maladie pour aller acheter des grosses ordonnances à la pharmacie. C'est malheureusement une éducation qu'on a et qu'on doit vraiment changer cela. Il y a des patients que lorsqu'ils viennent me voir et que je leur fais comprendre que non, il n'y a pas d'ordonnance à faire, tout ce qu'ils vous demandent à faire, c'est d'améliorer votre alimentation, de manger plus de fruits et de légumes. Ils me disent, ah docteur, les fruits, tout ça là c'est cher, hein, le marché, machin. Je dis, mais attendez, si ce sont les médicaments, vous allez l'acheter. Mais il faut juste changer la mentalité. C'est ce que beaucoup de personnes ont comme difficulté, la mentalité. Donc, je leur ai recommandé de vraiment mettre un bon budget pour son alimentation. Vraiment manger, bien boire de l'eau et manger vraiment équilibré. Donc, ça c'était le deuxième point. Troisième point, c'était pour son foyer. Parce que comme on dit souvent, en médecine, le médecin ne soigne pas seulement la maladie. Lorsque le médecin veut soigner un malade, il soigne d'abord le malade et il soigne par la suite la maladie. Parce que si tu soignes la maladie sans soigner le malade, en évitant des facteurs qui peuvent vraiment être liés à sa maladie, qui sont peut-être même personnels, tu risques de ne pas avoir de bons résultats. Pour son foyer, je lui ai fait comprendre que voilà, il faut appliquer la thérapie des 4-1. Alors là, je reviens encore sur la thérapie des 4-1 parce que j'ai quelques personnes qui m'ont dit, docteur, on n'a pas bien suivi la thérapie des 4-1 là, surtout que vous avez dit que ça peut aussi avoir un impact sur les couples. Alors, je rappelle encore, la thérapie des 4-1 c'est quoi? C'est une semaine dans l'année, un jour, un week-end dans le mois, un jour le week-end, et ce jour au moins 1 heure que vous devez trouver du temps pour vous. Et c'est pour la thérapie de couple pour vous et votre partenaire. Prenez ce temps-là, sortez de la maison, sortez de votre cadre quotidien, allez ailleurs. Si c'est pour la semaine, cherchez un endroit très calme, vous vous asseyez et vous parlez de votre couple. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas, vous parlez cœur ouvert.
c'est très important et ça règle beaucoup de problèmes. On dit souvent que la base d'une bonne relation, d'un bon foyer, c'est la communication. S'il n'y a pas la communication, cela ne fonctionne pas. Et la dame, justement, dans son foyer, il n'y avait pas du tout de communication. Elle était à 4 ans de vie avec un homme et c'était difficile, voire même rare, qu'ils s'asseyent comme ça pour vraiment discuter de leur couple. Très souvent, ils sont à la maison comme ça, oui, mais s'asseoir comme ça, prendre du temps, discuter du couple, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, ils ne le faisaient pas du tout. Et alors là, après avoir conseillé cette thérapie-là, elle a mis cela en pratique et elle a commencé à avoir des très bons résultats. Pour le stress, je l'ai dit la dernière fois, c'est la même chose. Vous prenez 1 heure de temps au moins chaque semaine pour vous, où vous sortez dans un espace vert comme celui-ci, ou peu importe, mais de prioriser les espaces verts parce que vraiment la nature, elle soigne. Et là, vous essayez d'oublier tout. Vous vous concentrez sur vous-même, vous profitez de la nature et cela va beaucoup vous soulager. Je l'ai dit 1 heure au moins ce jour-là et 1 jour dans la semaine, un week-end dans le mois, vous pouvez sortir, faire un voyage. Le voyage est très bon. Prendre des vacances, c'est très bon également pour limiter le stress. Dans l'année, au moins 1 semaine, voire même 1 mois, allez dans vos villages, allez vraiment là où vous pouvez oublier tout ce qui est tracasserie du quotidien, travail et tout ce qui va avec les problèmes, les soucis. Évitez tout cela, sortez. C'est vrai, c'est aussi un investissement, oui, mais c'est un investissement qui vaut vraiment le coup et cela va beaucoup vous soulager. Alors, le prochain facteur dont on a parlé avec la dame, c'était le côté financier. J'ai souvent dit aux gens que le côté financier, la sécurité financière n'est pas dissociable de la santé et du bien-être. Parce que tout ce que moi j'ai donné comme astuce tout à l'heure, c'est vrai, on peut le faire avec un très petit budget, mais il faut toujours qu'il y ait un budget. S'il n'y a pas de l'argent, il sera difficile d'appliquer ces conseils-là. S'il n'y a pas de l'argent, il est difficile de pouvoir manger équilibré. S'il n'y a pas de l'argent, il est difficile de pouvoir consulter un médecin, voilà qu'on a un petit problème et être rassuré et éviter d'atteindre certaines complications avant d'aller se faire soigner à l'hôpital. S'il n'y a pas de l'argent, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé du sommeil. J'ai dit voilà, il faut avoir un bon lit pour pouvoir bien dormir. On ne peut pas acheter un bon lit, un petit matelas confortable pour pouvoir se coucher et dormir. Donc, parler de la santé bien-être sans parler de la sécurité financière, c'est quelque chose qui va de pair. Alors la dame, je lui ai fait comprendre que voilà, pour la sécurité financière, beaucoup de gens ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas l'élément phare de l'intelligence financière, l'éducation financière. Lorsque on a des objectifs à réaliser, il faut savoir être éduqué financièrement. Il faut savoir avoir une discipline financière. La dame me faisait comprendre qu'elle n'arrivait jamais à avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'elle vivait du jour au jour. Le début du mois, lorsqu'elle a fait ses bénéfices, parce que c'était une dame qui ne travaillait pas, on va dire qu'elle faisait plutôt du commerce, c'est son mari qui travaillait. Alors, quand son argent venait, elle faisait le bilan à la fin du mois, l'argent qu'elle a, voilà, elle utilise cela durant tout le mois. À la fin du mois, elle n'a plus rien. Elle attend que voilà, elle fait le bilan du mois prochain pour pouvoir avoir encore de l'argent, utiliser encore tout. Et par moment, elle se retrouvait dans des difficultés où voilà, elle a un petit souci, il faut de l'argent, mais elle n'a pas de l'argent directement là comme ça parce que voilà, il faut l'attendre à la fin du mois pour faire son bilan. Je lui ai fait comprendre que voilà, si tu ne sais pas épargner, il sera difficile que tu puisses avoir une sécurité financière. Alors je lui ai donné quelques conseils concernant l'épargne, notamment que voilà, lorsque tu prends ton argent, il faut toujours faire l'effort de mettre de côté au moins ces 10%. Ça, c'est quelque chose qu'on le dit chaque jour et c'est vérifié. Les personnes à succès, les personnes qui sont devenues aujourd'hui libres financièrement ont commencé par la première étape. La première étape, c'est toujours l'épargne. Quand tu ne sais pas épargner, tu ne peux pas avoir une sécurité financière. Il faut avoir la discipline financière. Alors, je lui ai recommandé la technique que moi j'utilise au quotidien. Quand tu prends ton argent à la fin du mois, essaye de faire un bilan. Dis-toi que bon, en fonction de tes dépenses, des charges, mets au moins 10% de ce que tu gagnes de côté comme ton propre argent. C'est ça qui est l'épargne. Donc, je lui ai dit, quand tu prends ton argent, voilà, tu retires une partie pour tes charges, que ce soit le loyer, que ce soit l'alimentation, que ce soit la santé, que ce soit les imprévus, sans oublier le loisir. Il faut toujours mettre un petit coup de côté pour le loisir. Alors, et comme je l'ai dit, en fonction des charges, tu peux mettre 10%, 20%, 30%, 40%, même 50% si tu peux. Tu mets de l'argent de côté afin d'être vraiment à l'abri et de ne pas être stressé par le manque d'argent. Parce que réellement, lorsqu'on manque d'argent, cela stresse considérablement. Alors la dame a mis sur pied ces différents conseils-là et au bout de 6 mois aujourd'hui, le bilan est vraiment très satisfaisant.
La dame a fait comprendre qu'elle n'a plus de crise. Elle dit qu'elle est guérie, mais bon, moi je dirais plutôt qu'elle est soulagée. Parce que c'est une maladie qui est chronique et que tu ne fais pas attention, tu vas encore replonger. Donc elle m'a fait comprendre que voilà, aujourd'hui, son foyer est un peu plus sain. Elle cause avec son mari. Elle fait vraiment l'effort de mettre cela en pratique. De temps en temps, ils font des petites sorties. Et dans son compte épargne, elle s'est rendue compte qu'elle a vraiment de l'argent au bout de 6 mois, chose qu'elle n'imaginait pas. Et lorsqu'elle regarde juste son compte épargne, ça la soulage beaucoup, elle ne stresse plus à cause de l'argent. Pareil pour le sommeil, elle fait l'effort maintenant de bien dormir. Alimentation, désormais, elle a mis un petit budget vraiment important dans son alimentation. Et désormais, ça va de mieux en mieux. Elle m'a remercié et on continue le suivi parce que ce n'est pas tout. Si elle lâche, elle va retomber. Donc, on continue le suivi. Et je lui ai demandé si je pouvais bien sûr utiliser son témoignage pour sensibiliser et éduquer comme d'habitude. Et elle m'a dit oui, voilà pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien pu retenir les différents éléments qui ont aidé cette dame à soulager cette maladie-là. Il faut savoir que le stress est le facteur de beaucoup de maladies. Non seulement les maladies digestives, les maladies du cœur, les maladies du cerveau et plein d'autres organes. Le stress vraiment crée un dérèglement hormonal et qui conduit à beaucoup de maladies. Donc, il faut vraiment trouver des voies et moyens pour limiter ce stress-là au quotidien. Donc, c'était tout pour la capsule de ce jour. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Et on va se dire rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, s'il y a des éléments que je n'ai pas eu à bien détailler dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. S'il y a des choses à apprécier, mettez en commentaire. Même si c'est juste un simple oui, un petit merci, c'est très important. Cela fait en sorte que la vidéo est montée à plus de personnes et que beaucoup de monde puisse en profiter de ces conseils qui sauvent vraiment des vies. Portez-vous bien et bon dimanche et bon début de semaine par anticipation.